Ce qui rend les reptiles si bons comme animaux de compagnie pour la plupart d'entre nous, c'est qu'ils sont faciles à entretenir, et qui pardonnent facilement les erreurs. Mais ces 5 reptiles-là, ils vont mourir si vous leur en donnez l'occasion. Ces 5 reptiles sont vraiment fragiles. Ce sont ceux qui ont vraiment besoin d'une attention toute particulière. Sans attention, vous risquez de retrouver un animal mort dans votre pièce. Cela dit, ce sont d'excellents animaux de compagnie si vous relevez le défi, et chacun est unique. Commençons par le numéro 5, Europlatus, les geckos à queue feuillue. Les geckos à queue en forme de feuille comptent de nombreuses espèces, dont environ 20 sont originaires de Madagascar, contrairement à d'autres venant d'Australie. Il y en a qui sont vraiment populaires, et d'autres plus méconnus. Mais ceux dont je parle vraiment sont ceux que vous voyez dans les expositions, et qui sont presque toujours prélevés dans la nature. Les magnifiques Lineadus. Ce sont ceux qui sont super chers, même prélevés dans la nature, et absolument magnifiques. Ils ressemblent vraiment à du bois. Socori, qui sont un peu plus, je ne sais pas, moins tape à l'œil, mais vraiment très intéressants, très cool avec des adaptations que la plupart des autres animaux n'ont pas. Mon préféré, le Fimbriatus, ou le gecko géant à queue feuillue. Ceux-là sont vraiment très grands, impressionnants, spectaculaires, et leurs yeux semblent venir d'une autre planète. Ou celui que tous connaissent et adorent, Fantasticus, le gecko satanique à queue feuillue. Ceux-là ont vraiment une apparence incroyable. Si je vous montrais à quel point ils sont petits, vous ne me croiriez peut-être pas. Ce n'est qu'une partie du problème. La taille de ces animaux les rend fragiles, mais seulement si vous êtes négligent. Si votre terrarium est un mal aménagé, ou que vous les tenez, et qu'ils risquent de tomber, c'est un point à considérer. Cependant, ce n'est pas pour cela que je les ai inclus dans la liste. Je les ai mis sur la liste parce qu'ils sont très sensibles au stress environnemental et que leur région d'origine dans le monde a un climat très spécifique. Je suis allé à Madagascar. J'ai trouvé certaines de ces espèces dans la nature. Et laissez-moi vous dire que cet environnement est vraiment unique. Rien à voir avec ce que vous pourriez voir ailleurs. Leurs paramètres sont donc particuliers et vous n'en avez peut-être pas conscience ou vous n'y êtes pas habitué. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et si vous ne les respectez pas, eh bien cela pourrait signer la fin de votre gecko. Maintenant, ceux-ci, nés et élevés en captivité, ne seront pas les plus fragiles de la liste. Mais la plupart de ces animaux ne proviennent pas de l'élevage en captivité. L'élevage en captivité, c'était principalement réalisé par quelques personnes aux États-Unis, quelques-unes en Europe, et peut-être une au Canada. Et normalement, si vous les trouvez sur une table d'exposition, disons un Lineatus pour 150 $, ou un Fantasticus, ou même un Fimbriatus pour 100 ou 200 $, cet animal est probablement prélevé dans la nature. Cela signifie plusieurs choses. Eh bien, ils vont être stressés. Ils sont passés de Madagascar dans une boîte, il leur a probablement fallu 1 semaine pour arriver là où vous êtes maintenant. Et maintenant, ils sont sous des lumières vives, ce qu'ils n'ont jamais connu auparavant. La semaine dernière, ils étaient dans une forêt à chasser leur nourriture naturelle et à échapper à leurs prédateurs naturels. Et maintenant, tout d'un coup, il y a tout un tas de primates effrayants qui les regardent avec des lumières aveuglantes au-dessus de la tête. Souvent, cela suffit à les tuer. Point final. Sans parler du fait qu'ils sont arrivés ici et qu'ils ont besoin d'une hydratation spécifique, ce qui signifie qu'ils vont être gravement déshydratés. Même si l'importateur les a sortis de la boîte et hydratés correctement, c'est très difficile à faire rapidement. Et ces personnes qui les importent ne s'en occupent pas pendant des semaines et des semaines avant l'expo ou la séance photo avant de les mettre en ligne ou quoi que ce soit d'autre. Celles que j'ai vues à une expo semblaient toutes un peu déshydratées. Cette déshydratation peut survenir très vite. Cela m'est arrivé 2 fois. Les Fimbriatus sont mes geckos à queue feuillue préférés. J'en ai eu 2, mais ils sont malheureusement décédés. Les 2 étaient des individus sauvages et je pensais pouvoir les reproduire en captivité. Et malheureusement, je n'ai tout simplement pas réussi. J'ai vraiment essayé. Nous avons mis beaucoup d'efforts là-dedans. Le premier que nous avons eu est mort pratiquement tout de suite. C'était perdu d'avance. Je n'aurais jamais dû acheter cet animal au départ. Il était tellement déshydraté. Il n'y avait tout simplement aucun espoir. Le deuxième a survécu pendant des mois et des mois. Honnêtement, j'ignore pourquoi cet animal est mort. Nous avons traité la charge parasitaire, mais il restait sans doute des parasites. C'était simplement un animal fragile qui allait bien et, en quelques heures, ne l'était plus. Ces images ont été filmées quelques heures avant que cet animal soit retrouvé mort. À propos de la déshydratation, numéro 4, les boas arc-en-ciel brésiliens. C'est l'un des serpents non venimeux les plus beaux, sinon le plus beau, de la planète. Ils sont magnifiques. Et il y a des années, ils étaient vraiment chers parce que tout le monde en voulait. Maintenant, le prix a beaucoup baissé parce que les gens se sont rendus compte que même s'ils sont magnifiques,
Ils sont assez difficiles à entretenir, surtout quand ce sont des bébés. La plupart de ceux que vous trouvez en captivité sont en réalité nés en captivité, ce qui signifie que quelqu'un les a fait se reproduire chez lui. Ces animaux s'en sortent presque toujours bien. Encore une fois, la déshydratation reste le principal problème, surtout chez les bébés boa arc-en-ciel brésiliens. Après leur avoir permis de franchir cette étape, à 1 an ou 1 an et demi, ils mesurent 1 mètre à 1 mètre 20 et sont généralement plus tolérants. Cependant, quand ils sont bébés, ces animaux vont se dessécher presque immédiatement. Si vous laissez une gamelle d'eau vide pendant 8 heures, il y a de fortes chances que vous retrouviez un animal mort dans cette gamelle. Je sais, ça m'est arrivé. Quelqu'un travaillait pour moi avant. Il a vidé la gamelle d'eau puis est parti. Le lendemain matin, j'ai trouvé un animal mort dans la gamelle. Même si l'humidité était autour de 65%, c'était pendant la journée, donc ça sèche un peu. Et la nuit, c'était 90. Pourtant cela a suffi à tuer cet animal. Maintenant, je ne blâme pas cette personne. Vous savez, c'est ma collection. J'aurais dû descendre vérifier après le départ de cette personne. Malheureusement, ces animaux se dessèchent très vite et nécessitent une humidité bien plus élevée que le reste. Si l'humidité descend à 40% toute la journée pour un python royal, ce n'est pas idéal, mais il ira bien. L'idéal est autour de 60%, voire 70% selon certains. Mais pour les boas arc-en-ciel brésiliens, ils ont besoin de beaucoup plus d'humidité. Et si ce n'est pas le cas, ils ne vous pardonnent pas. Ils ne sont tout simplement plus là. Pour les bébés, je conseille de les garder dans de petits bacs en plastique, mais pas trop petits. Il faut donner un maximum d'espace à vos animaux. Je n'utilise plus de rack. Regardez autour de vous. J'aime les grands terrariums. Mais pour les bébés, j'ai effectivement un couple qui est encore en quarantaine. Je les ai gardés en quarantaine pendant 1 an, simplement parce que l'éleveur chez qui je les ai eus s'est avéré plutôt douteuse. Ils vont très bien, mais je les garde toujours dans des bacs en plastique pour que l'humidité reste autour de 85 à 90%. Je remplis moi-même les gamelles d'eau, donc ce souci est réglé. Mais avec un animal de plus d'1 mètre 50 même, il devient difficile de le garder dans un terrarium qui maintient bien l'humidité. Il existe cependant de nombreuses bonnes options. J'ai réalisé une vidéo sur mes terrariums préférés pour reptiles, à voir ici. J'adore ces animaux, ils sont géniaux. Je suis heureux d'en avoir un couple. Mais je ne deviendrai jamais éleveur de cette espèce, car c'est compliqué et peu de gens sont faits pour les garder. Tu sais, j'ai un peu la mauvaise habitude de critiquer les animaux que j'aime le plus. Et si tu as une habitude que tu aimerais arrêter en 2026, tu peux le faire grâce au sponsor d'aujourd'hui, Fume. Écoute, les envies ne concernent pas que la nicotine. C'est aussi la fixation orale, le geste de porter quelque chose à la bouche, la pause. Quand tu casses cette routine, les envies deviennent plus fortes. Alors, au lieu d'en prendre un autre, prends plutôt Fume. Pas de fumée, pas de vapeur, pas de dépendance, et pas de produits chimiques nocifs non plus. En plus, si tu veux te distraire de ton habitude, c'est idéal car il n'y a pas de batterie. Tu le mets dans ta poche, toujours prêt, juste de l'air. Tu vois, rien n'est sorti de ma bouche, ni fumée, ni vapeur. En plus, même sans fixation orale, c'est aussi un gadget anti-stress que j'aime beaucoup. Et si tu veux changer de saveur, tu l'ouvres et mets une nouvelle recharge dedans. Bam, bam, boum, et c'est fait. La Chris Mint est sûrement ma préférée, suivie de la framboise. Toutes les saveurs sont parfaitement équilibrées, ni trop faibles, ni trop fortes, juste parfaites. Donc, si tu es enfin prêt à arrêter cette habitude, c'est le moment d'essayer Fume. En ce moment, quand tu prends le pack Journey, tu recevras aussi un embout gratuit en utilisant le code Weekends lors du paiement. J'aime bien l'embout. Mâchable, réutilisable, agréable en bouche, un offert avec le pack Journey en utilisant le code Weekends au paiement. Alors rends-toi sur tryfume, tryfum.com/weekends et prends le pack Journey dès aujourd'hui. On t'offrira un embout gratuit. Numéro 3. Les caméléons. Il existe plus de 200 espèces de caméléons. On n'est pas vraiment sûr du nombre exact. Certains rapports vont jusqu'à parler de 230 espèces. Environ la moitié vient de Madagascar, ce lieu évoqué au début, d'où proviennent aussi les geckos à queue de feuilles. Le principe est similaire. Ces animaux ont besoin d'un type d'environnement très spécifique pour s'épanouir. Il y a beaucoup d'animaux qui nécessitent des environnements particuliers. Prenons par exemple les dragons barbus. Mais si je le gardais dehors, là où il ferait 10 degrés de moins, et 14% d'humidité en plus, il irait bien pour la journée parce qu'il est robuste. Les caméléons, en général, et bien sûr c'est une généralisation, il y a beaucoup d'exceptions, ne sont pas aussi robustes comparés à beaucoup d'autres animaux plus courants dans le milieu. J'ai trouvé de nombreux caméléons à Madagascar et je demandais souvent aux experts pourquoi ils ne sont pas plus populaires. Et la réponse c'est « Eh bien, on a essayé, mais ils arrivent, et puis ils meurent tout simplement.
et c'est comme ça. Si vous regardez les listes des années 60, 70, 80, 90, vous verrez tout un tas d'espèces de caméléons qu'on ne voit plus en captivité. Donc, s'ils arrivaient sans cesse, ne devrait-on pas avoir des populations issues de reproduction en captivité? Oui. Les gens ne comprennent pas, car ils sont fragiles, et ne vivent pas assez longtemps pour obtenir des spécimens nés en captivité. De plus, ils sont très sensibles au stress. Et la plupart des gens qui veulent un animal de compagnie veulent pouvoir le manipuler. Et ces animaux sont faciles à manipuler parce que la plupart d'entre eux ne vont pas vraiment vous mordre. Et même s'ils le font, ils sont lents et ce n'est pas agressif. Ce n'est pas comme avoir un gros varan en colère contre vous. Si ces animaux veulent mordre, il suffit de s'éloigner. Mais ils n'aiment pas être tenus. Et ils ont un mécanisme de défense étrange où parfois, vous les tenez pendant 3 ou 4 minutes. Puis ils ferment simplement les yeux et se détendent. Et les gens pensent « Oh, il m'aime ». Non. Il pense que vous allez le manger, et il a juste abandonné. Et c'est vraiment triste, ça les stresse, et ils ne supportent pas bien le stress. Et ils ne supportent pas non plus bien les changements d'environnement. Et votre salon n'est généralement pas un endroit idéal pour un caméléon, surtout quand ils ont besoin de 27 degrés Celsius et de 80% d'humidité pour certaines espèces bien sûr, et qu'on vous dit de les mettre dans une cage en fil de fer ou une cage en filet. La plupart ne survivront pas car ils seront exposés à la température et l'humidité de votre pièce, ce qui n'est pas adapté aux caméléons. Il y a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent. Les grandes cages en filet conviennent à certains caméléons, mais pas à tous. Pourtant, une recherche Google ou l'IA vous les recommandera. Beaucoup de ces animaux sont capturés dans la nature. Par exemple, à Orlando, en Floride, on trouve des caméléons voilés. Je suis allé chercher des reptiles là-bas, et devinez ce qu'on cherchait? Des fichus animaux qui viennent du Yémen, bon sang. Si vous allez à Hawaï, il y a une population invasive de caméléons de Jackson. Et même le caméléon de Jackson le mieux soigné ou le mieux élevé arrive, même s'ils sont nés en captivité, disons. Ils ont besoin de fortes baisses nocturnes de température et de pics d'humidité, ce que la plupart ne peuvent pas offrir. Tu diras peut-être, le mien va bien comme ça depuis 4 mois. Mais il meurt lentement, mec. Il meurt à petit feu. Donc tu penses qu'ils vont bien parce que tu fais les choses de travers et que ça marche quand même. Et puis un jour, ils sont par terre sur le côté. Ils sont vraiment fragiles face à beaucoup de choses. Les caméléons sont de mauvais animaux de compagnie pour la plupart. Deuxième exemple, les pitons verts, arboricoles. Maintenant, si tu regardes la chaîne, tu connais mon problème personnel. Pas avec l'espèce, mais avec le manque d'informations disponibles à moins de vraiment savoir ce que tu cherches. Et c'est ça le problème. Tu peux chercher. Même quelqu'un d'aussi expérimenté que moi. J'ai étudié des milliers d'animaux et des centaines d'espèces. J'ai étudié les pitons verts durant des années, sans jamais entendre parler du nidovirus, qui peut pourtant s'introduire dans ta collection, même chez des animaux nés en captivité. J'ai acheté il y a quelques mois des animaux nés en captivité, tous porteurs du nidovirus, une maladie incurable et très contagieuse. Sans quarantaine, mes autres pitons auraient pu être contaminés et mourir. Ils peuvent avoir des problèmes respiratoires, même sans nidovirus, si la température et l'humidité ne sont pas adaptées. Ils sont plus fragiles que les pitons royaux. Et parce qu'il y en a encore beaucoup qui arrivent, eh bien, capturés dans la nature, même s'ils sont vendus comme nés en captivité, il y a encore beaucoup d'animaux capturés dans la nature qui arrivent d'Indonésie et de cette région du monde. Et ceux-là arrivent aussi avec une charge parasitaire en prime. Cela dit, il y a d'excellents éleveurs, surtout aux États-Unis, qui élèvent des animaux incroyables, parfaitement sains, et qui dépistent le nidovirus avant de vous les envoyer. Ainsi, vous pouvez être sûr que vous accueillez un animal en bonne santé et qui sera robuste. Donc, cet animal ne figure pas vraiment sur la liste, s'il s'agit d'un animal né en captivité chez un éleveur réputé, par exemple aux États-Unis. Si vous ne savez pas ce que vous achetez et que vous l'obtenez chez ABC, je ne sais pas, je n'invente pas un nom de site au hasard. Joe Blow's Reptiles. Et ça arrive, ça coûte 200 $. Je vous promets que cet animal n'est absolument pas né en captivité chez une bonne source. Ces animaux sont chers, et il y a une raison à cela. Et en numéro 1, ce sera une égalité entre les serpents dragons et les serpents à trompe d'éléphant. 2 espèces uniques viennent d'une région très similaire du monde. L'une est surtout aquatique, mais aussi un peu fouisseuse, comme le serpent dragon. Et cet animal, pour vous donner une idée, n'a été reproduit en captivité qu'une seule fois, et aucun des petits n'a survécu. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, c'est un animal qui pourrait, je ne sais pas, qui sait. Il y a peut-être quelqu'un en Indonésie qui les élève. On ne sait pas. Mais aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris, il n'y a eu qu'une seule reproduction, et aucun des petits n'a survécu.
Ils sont très difficiles à reproduire en captivité. Ils sont difficiles à trouver dans la nature. Et franchement, à mon avis, on ne devrait pas les prélever dans la nature. À moins d'être un éleveur expérimenté capable de constituer une population née en captivité, il ne faut simplement pas en adopter. Ils sont très difficiles à garder en vie. Les maintenir vivants, c'est une chose, mais les voir s'épanouir en est une autre. Ils ont besoin d'eau en mouvement pour se reproduire. Ils ont besoin d'eau propre, en mouvement, et à bonne température pour être heureux. Comment ferez-vous cela ? C'est un animal entièrement aquatique qui s'échappera si vous n'avez pas un couvercle adapté sur votre aquarium. Et d'ailleurs, c'est un aquarium qui sera plein de tanins parce qu'ils ont besoin d'une eau riche en tanins, ce qui veut dire que vous ne le verrez jamais. C'est comme avoir une flaque de boue dans une boîte en verre chez soi. Ils sont vraiment intéressants. Et j'ai pu les tenir. Et leur langue est vraiment très profondément fourchue. Ce qui est intéressant, ça veut juste dire qu'au lieu que la fourche soit comme ça, elle est comme ça. C'est fou. Et leur peau est lâche et bizarre. On dirait que vous serrez la main de votre grand-mère, ils sont tellement mous. Vous pensez que les serpents ognios sont mous quand vous les tenez ? Ces trucs-là sont mous, comme s'ils n'avaient aucune rigidité corporelle. Et ils sont fragiles, il faut vraiment un expert pour s'en occuper. Maintenant, cela dit, dans cette liste, je ne dis pas de ne pas prendre ces animaux. Je dis juste qu'il faut être un expert et vraiment savoir dans quoi on s'embarque. Et même si vous n'êtes pas un expert, ayez au moins des mentors, sachez ce que vous faites, et soyez prêts à relever les défis à venir, car ça va être difficile. Merci d'avoir regardé. Dites en commentaire, selon vous, quel est le reptile le plus fragile. Merci à Fume d'avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui. Comme je publie 2 vidéos par semaine, on se retrouve jeudi.